Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. Quelles sont les inquiétudes du Sentad? Alors, les détournements de deniers publics sont devenus monnaie courante au Mali. En témoigne, entre autres, le dernier rapport du vérificateur général. Pour lutter contre ce phénomène, l'actuel régime a mis en place une loi dite loi contre l'enrichissement illicite. Un mouvement de grève initié par le syndicat national des travailleurs de l'administration d'État, Sentad, est en cours pour exiger l'abrogation de la loi. En quoi cette lutte défend-elle les intérêts des militants de ce syndicat? Qu'est-ce que gagne notre pays en accédant à cette demande syndicale? En somme, comment satisfaire les revendications du syndicat des travailleurs de l'administration d'État sans retirer ou vider la loi contre l'enrichissement illicite? Donc, pour en débattre, nous avons invité Ousmane Traoré. Il est secrétaire aux relations extérieures du Sentad. Bonsoir. Bonsoir, M. Sidibé. Docteur Ali Tunkara est sociologue. Il est sur le plateau en tant qu'analyste. Bonsoir. Bonsoir. Et notre analyste, il est juriste cette fois-ci, maître Alifa Habib Touré. Donc, il sera au téléphone et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Mardi 10 octobre dernier, je cite, réunis en session extraordinaire le 10 octobre, après une large consultation des structures de base de l'ensemble des régions, dans le respect strict de la démocratie interne des syndicats, le bureau exécutif national Sentad décide d'observer une grève d'avertissement de 72 heures dans tous les services de l'administration d'État Sentad, à compter du mercredi 25 octobre à partir de minuit au vendredi 27 octobre à partir de 0 heure. De relancer la dite grève pour une durée de 5 jours, soit du lundi 5 octobre au vendredi 10 novembre. Je précise lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2017, si le gouvernement ne prend pas les dispositions qui s'imposent pour abroger purement et simplement la loi en question et toutes les dispositions qui s'y attachent. Donc, fin de citation. Donc, ça vient de la lettre de préavis de grève déposée par ce syndicat sur la table du ministère du Travail et de la Fonction publique. Alors, le Sentad exige ni plus ni moins le retrait pur et simple de la loi portant sur l'enrichissement illicite. Est-ce que la grève a été suivie? Merci, M. Sidibé. Je profite de votre micro pour dire bonsoir à tous nos compatriotes et saisir l'occasion de vous remercier pour avoir donné la parole au Sentad pour s'expliquer et pour expliquer sa revendication à nos compatriotes. Je vous remercie pour ça. Et au moment où je vous parle, je viens juste du quartier général du Sentad à la Bourse du Travail. On a fait la revue de la grève au niveau des régions et du district de Bamako. C'est largement suivi par nos militants. Dans certaines administrations, c'est 100%. 100% les militants ont observé notre mode de grève. Et vos militants, vous revendiquez à peu près combien de pourcentage des travailleurs de l'administration dans ce pays? Au nom du Sentad, je ne saurais vous le dire de façon précise parce que depuis des années, nous sommes derrière le gouvernement en train de courir pour que se tiennent des élections professionnelles pour dégager la base de militants de chaque syndicat, pour qu'on sache quel est le syndicat majoritaire dans ce pays. Mais la pratique a prouvé quand même que seul l'INTEM
peut engager et mener une grève dans ce pays. Tous les autres syndicats qui ont appelé à gréver. Oui, l'UNTM, c'est une centrale syndicale, entre autres. Merci. Alors, nous allons écouter cet élément de Studio Tamani. Donc, on a essayé de toucher un autre syndicat quand même qui revendique des militants au sein de l'administration d'État. Alors, on va écouter Mohamed Dagnon. L'affluence que j'ai sentie aujourd'hui montre que la grève n'a pas été suivie à notre niveau à l'INPES et sur toute l'étendue du territoire malien. Nous qui relevons de la centrale démocratique des travailleurs du Mali, nous formons un syndicat qui est le SYNTAP. C'est le syndicat national de l'administration publique composé des surveillants des prisonniers, de la défense, la justice, les Maliens de l'extérieur, l'INPES, les affaires étrangères, les transports, les hôtelleries et de l'industrie, des microfinances, le syndicat des autoculteurs émanciés. On a reçu l'ordre de la Sécurité nationale de ne pas suivre le mot d'ordre de grève simplement parce qu'on n'a pas été concerté. Pour parler de la loi sur l'enrichissement illicite, il faut avoir les documents appropriés. La Sécurité vient d'être conviée en réunion avec le Bureau national de l'enrichissement illicite. On s'attend à un entretien entre ce comité et la Sécurité pour pouvoir se prononcer par rapport à quoi que ce soit. Mais, professeur Dr Ali Tungara, est-ce que cette loi-là, ça concerne uniquement les militants du SYNTAD ? Si vous voulez, ça concerne l'ensemble des sujets maliens, qu'on soit syndiqué ou pas, du moment où sommes-nous fonctionnaires de l'État, effectivement, la loi en question nous concerne. Mais ce qu'il faut fondamentalement se poser comme question, à mon entendement, si vous regardez de Modibo jusqu'ici, tous les régimes successifs au Mali se sont intéressés à cette épineuse question d'enrichissement illicite. Mais la question que le citoyen lambda malien se pose, à quoi servent ces différents organes de lutte contre la corruption? On va arriver à l'enrichissement illicite. Pour l'instant, on est dans le cadre de la grève pratiquement même. Donc pour le représentant du SYNTAD, la grève a été largement suivie et on a écouté un autre syndicat qui défend les travailleurs quand même de l'administration publique qui dit que leurs militants se sont dissociés. Non, je crois que lorsqu'on emprunte les voies principales, ne serait-ce que dans le district de Bamako, il y a une fluidité qui caractérise la circulation, ce qui témoigne à suffisance qu'un nombre important de fonctionnaires a dit enregistrer justement, a dit observer la grève. Maintenant, je comprends aisément qu'il y ait des querelles entre les différents syndicats, parce qu'au-delà des revendications au nom du collectif, au-delà justement de poser des revendications légitimes, cette question de leadership aussi se pose dans pas mal de syndicats. Ça dénote tout ça combien les différentes organisations qui doivent constituer de contre-pouvoir vis-à-vis de l'État central, ces différentes organisations sont en elles-mêmes aussi déstructurées. Ce qui pourrait d'ailleurs être une aubaine pour le pouvoir central, c'est que ces revendications qui, à mon entendement, me paraissent légitimes, ne soient pas aussi entendues. Donc c'est d'où l'importance aussi que les différents mouvements s'entendent sur des questions aussi existentielles afin qu'il y ait justement des solutions durables quant à cette paralysie de l'État. Ok. Maître Alifa Habib Koné, est-ce que cette loi concerne uniquement les militants du SYNTAD pour que ça nous amène à une grève aujourd'hui? Merci, M. Sidibé. Je m'excuse auprès des auditeurs pour mon absence du plateau pour des raisons indépendantes de ma volonté. Rapidement, je voudrais expliquer effectivement que cette loi est d'ordre général. Cette loi concerne effectivement les personnes qui sont chargées, qui ont en tout cas une responsabilité quant à la gestion des deniers publics. Et c'est pourquoi nous, au sein de l'opinion publique, moi personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre la levée du bouclier qu'il y a contre cette loi. C'est un peu comme si on se levait aujourd'hui pour demander à ce que le bureau du vérificateur général soit dissous. Ok. Donc, on en revient maintenant à Ousmane Traoré. Alors, on a dû comprendre quand même qu'il y avait, avant d'arriver quand même à la grève récemment, il y avait quand même des négociations entre votre syndicat et on a compris quand même que la négociation a échoué. Alors, lors des dernières négociations, quel a été le point réel des désaccords?
entre vous et la partie gouvernementale? Merci, M. Sidibé. Mais je voudrais d'abord, avant de répondre sur le point de blocage, donner quelques explications. Parce que j'ai entendu ici une voix qui se réclame d'un syndicat. Oui. Ils sont de la tendance de la CDTM. Il n'y a pas de CDTM pour nous. Je vais vous expliquer. C'est l'État, il l'a dit. Oui, mais c'est une centrale qui existe au Mali. Je vais m'expliquer. Monsieur, laissez-moi le temps de vous expliquer. Monsieur qui me fait face, Tunkara, c'est la première fois qu'on se voit. Il a fait une analyse pertinente. Je vais vous dire une chose. CDTM dont on parle n'existe qu'à l'UNPS. On ne peut pas qualifier ça de centrale si ce n'est pas dans un pays comme le Mali. Vous avez entendu que le monsieur a cité, il n'a pas parlé des administrations d'État, il n'a pas parlé de douane, de trésor, de l'administration. Voilà, donc quand vous donnez de la parole à des gens qui n'existent pas, il faut qu'on les réponde. Mais il a fallu qu'il existe pour qu'on puisse avoir quand même sa parole. Non, c'est même un individu dans la rue, vous l'appelez, il donne sa vision. Il faut pas, c'est vous qui le déviez, on vient parler de nous, pas de la position d'autres. Le préavis c'est à nous, c'est nous qui parlons de notre préavis. Si notre préavis n'ont pas à réagir, je vous remercie. Il n'existe pas dans les administrations d'État, ni en douane, ni au trésor, ni aux impôts, ni en finance. Il n'a pas cité les administrations d'État. Ils n'ont aucun militant dans les administrations d'État. Ok, je reviens. Et j'ai entendu aussi l'un des invités qui n'est pas là en studio, qui dit qu'il n'a pas compris qu'une loi qui concerne tout le monde puisse provoquer une telle levée de bouclier. Justement, il n'a peut-être pas lu la loi. La loi ne concerne pas tout le monde. Nos griefs, c'est autour du fait d'abord. Le premier point, c'est que la loi ne concerne pas tout le monde. On va revenir parce qu'on reviendra à la réaction de Yacouba Kakile en personne. Voilà, il ne faut pas qu'ils disent que la loi concerne tout le monde. Les principaux auteurs de la gabegie dans ce pays ne sont pas concernés par la loi, justement. On va revenir à ça. Le point de blocage, c'est que lors des dernières négociations, hier soir, nous avons négocié jusqu'à la dernière minute de ce que la loi nous concède, avant le déclenchement de la grève à 0 heure. Et pratiquement, les points que nous avons soulevés aux représentants du gouvernement, nous avons dit la loi elle est rétroactive. C'est contraire au principe de droit. La loi ne connaît pas de prescription. C'est contraire au principe de droit. L'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire quand on vous voit bien habillé, vous avez une belle voiture, on vous interpelle, on vous dit comment vous avez vu ça, c'est à vous de prouver votre innocence. Alors que dans le droit, quand on accuse quelqu'un, la charge vous revient d'apporter la preuve pour soutenir votre accusation. Mais cette loi ne connaît pas ça. La délation dans la loi. Quelqu'un n'est pas content de vous, il prend son téléphone, il vous charge. Et tout de suite, vous devenez un assujetti, un suspect. Et vous êtes obligé de faire la déclaration de vos biens. On dit, tout ça, à notre sens, ce n'est pas harmonieux. Et essentiellement, les élus du peuple, que ce soit les élus locaux, les élus nationaux, ils ne sont pas dans la loi. Ils ont mis pour ce qui concerne les élus uniquement les ordinateurs ou ordinateurs délégués de budget. Et les autres, par exemple, je prends le cas de Bamako, où le plus grand problème des Maliens aujourd'hui, c'est le foncier. Et dans nos municipalités, les maires chargés des questions foncières ne sont pas concernés. Comment pourrait-on envisager d'accepter pareille loi dans notre pays? Donc, il faut qu'on s'explique pour que les gens comprennent. On a pris du temps pour nous expliquer parce qu'on a pensé qu'à l'amiable, on allait trouver des problèmes pour corriger la loi et que la loi frappe tout le monde de la même sorte. Le point de blocage essentiel, et la partie gouvernementale a reconnu que nos observations étaient pertinentes. Ils sont d'accord et je n'ai pas assez de temps pour expliquer d'autres aspects qui, à nos yeux, rendent cette loi inconstitutionnelle. Ils nous ont dit, on va saisir la Cour constitutionnelle pour avis. Et si l'avis tombe, le gouvernement s'exécutera conformément à l'avis. Nous avons dit à la partie gouvernementale, la Cour peut donner un avis. C'est un avis consultatif. L'avis peut dire que la loi est conforme à la Constitution. Mais ça ne résout pas les griefs que nous formulons contre la loi. Ils ont dit en ce moment, on va mettre en place une commission dans laquelle on va relire la loi
corriger les aspérités que nous avons constatées. Ils sont d'accord. Mais maintenant, on les a dit, comme l'office même, c'est un pendant de la loi. L'office fonctionne, l'office est créé par la loi. La loi est querellée. La loi est querellée. Et vous dites que les articles querellés feront l'objet d'une commission de travail. Demandez à l'office de geler ses activités le temps qu'on finisse de travailler en commission pour régler les questions fondamentales qui nous dérangent dans la loi. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. On retourne sur ce plateau du grand dialogue d'aujourd'hui qui porte sur la lutte contre l'enrichissement illicite. Quelles sont les inquiétudes du SENTAD? Et pour en parler, sur ce plateau, il y a Ousmane Traoré qui est secrétaire aux relations extérieures du SENTAD. Dr Ali Tunkara est sociologue et sur ce plateau en tant qu'analyste. Et un juriste aussi, analyste, donc Maître Alifa Habib Koné. Alors, nous savons que la loi portant prévention et suppression de l'enrichissement illicite date du 27 mai 2014. Celle portant création de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite date du 23 septembre 2015 et c'est récemment que les membres de cet office central ont prêté serment pour leur entrée en fonction. Donc, nous avons essayé de faire un micro-trottoir à travers Bamako. Donc, nous allons écouter ces micro-trottoirs. Moi, je comprends la grève dans le sens où cette grève est une forme de remise en question, n'est-ce pas, de la confiance qui est entre le sommet et la base. Parce que s'il n'y a pas confiance, il ne saurait avoir accord dans aucune autre loi. Ce n'est pas seulement au Mali que cet office existe, mais pratiquement dans tout état sérieux, il va falloir que cet office soit mis en place pour que vraiment les deniers publics, y compris les cotisations ou sinon de la population, soient justifiées. Alors, Ousmane Traoré, vous avez écouté les réactions de certains Bamakois. Alors, pourquoi attendre maintenant pour affirmer votre désaccord face à l'application de la loi? Merci, M. Sidibé. Encore une fois, à entendre nos compatriotes, on sait que les gens n'ont pas le même niveau d'information. Et c'est ce que nous avons expliqué. La loi, on a dit au gouvernement dans notre mémoire en défense que la loi a été adoptée en catimini. Parce que une loi qui s'applique essentiellement aux travailleurs du Mali, dans les éléments de participation pour la création, pour l'adoption de cette loi, l'Union nationale des travailleurs du Mali doit être écoutée et donner son point de vue. Par rapport à la sociologie du droit, on ne peut pas prendre une loi concernant un ensemble de corporations et que les travailleurs, par exemple, et que les représentants des travailleurs ne soient pas écoutés. Ça n'a pas été le cas. On n'a jamais été associé à la loi. Donc, les gens pensent que c'est au moment, comme vous l'avez dit, si c'était une bonne loi, une loi qui a été adoptée en 2014, ce n'est pas en 2017 qu'on va nommer les membres de l'office. Mais c'est passé devant l'Assemblée nationale. C'est passé devant l'Assemblée, je vous dis. Qui est censé représenter le peuple malien. On a la première mouture qui a été envoyée devant l'Assemblée nationale. Les députés y figurent. Ils ont biffé leur nom avant de faire passer la loi. Si nous, on était là, représentants des travailleurs, on allait dire non, il faut que les députés restent dans la loi, les maires restent dans la loi et que la loi passe. Et j'ai entendu un de vos auditeurs de micro-trottoir qui dit qu'ils ne comprennent pas que l'OCLEI existe dans beaucoup de pays. L'OCLEI n'existe nulle part. Il faut qu'on le sache. Et chez nous, les structures de contrôle qui existent chez nous n'existent dans aucun pays voisin. Il n'y a pas de bureau de vérificateur général dans aucun pays. Il y a les pôles économiques, il y a CASCA, il y a CENTIF, il y a le vérificateur général. Les travailleurs n'ont jamais dit non au contrôle. Au contraire, nous voulons que l'État adopte des lois et prenne des mesures vigoureuses contre la corruption. D'accord. Mais que ça frappe tout le monde. Ok. Voilà. Maître Alifa Habib Koné, juridiquement parlant, donc une loi qui date du 27 mai 2014 et qui commence son application maintenant. Alors,
le Syntad attend maintenant pour réagir. Quelles peuvent être les conséquences sur un plan juridique? Non, merci. La dernière intervention du représentant du Syntad me rassure puisqu'il dit qu'ils encouragent plutôt l'État à procéder au contrôle qu'il faut. Soit disant, en passant, je voulais rappeler que, en fait, l'obligation de contrôle, c'est quand même une obligation subséquente à la qualité des fonctionnaires, des gestionnaires des biens publics. Donc, cette obligation de rendre compte de sa gestion. Et effectivement, j'ai écouté quelques griefs. Bon, sur certains, je vais juste survoler. Par rapport à la rétroactivité, je pense qu'en fait, il s'agit moins d'une rétroactivité plutôt que d'une application immédiate de la loi à l'écouter. Parce qu'une loi a été prise, et si je le comprends, c'est parce que cette loi devrait s'appliquer aux biens qu'ils ont acquis antérieurement. Voilà. Mais à mon avis, en ce moment, il s'agit d'une application immédiate de la loi et non d'une rétroactivité. Par rapport à votre question, la loi est votée, elle est passée par l'Assemblée, elle a été promulguée et publiée. Et c'est vous dire qu'à ce jour, la force obligatoire de la loi reste. L'office a été créé par des textes qui restent encore en vigueur. Maintenant, le syndicat estime qu'il a des griefs contre cette loi, des griefs qui peuvent être discutés. Et nous attendons d'en être encore convaincus. Sinon, par rapport à la délation aussi, je crois que ce n'est pas une nouveauté. Toute personne qui assiste à la commission d'une infraction a la possibilité de saisir le procureur. Et justement, cette loi a même prévu des sanctions pour les gens qui seraient coupables de dénonciation calomnieuse. Lorsque votre voisin vous dénonce, le procureur peut déclencher les poursuites, mais lorsque les poursuites n'aboutissent pas et que vous êtes innocenté, le procureur a l'obligation de vous donner le nom de celui qui vous a dénoncé pour que vous puissiez poursuivre celui-là en dénonciation calomnieuse ou mener d'autres actions. Donc, M. Sidibé, moi je pense qu'il y a beaucoup de dispositions qui encadrent les inquiétudes du Syntad à écouter, à l'écouter parler. C'est un peu mon sentiment. On est un peu coincé par le temps, mais je suis disposé à participer à un autre débat plus long et à prendre point par point effectivement les inquiétudes que le Syntad exprime. Ok. Donc, j'estime qu'après, à la fin de la grève, quand même, on va reprendre ce débat en quelque sorte, mais cette fois-ci en langue nationale bamanankan. Alors, docteur Ali Tungara, alors, sociologiquement parlant, alors, si l'État retirait la loi, est-ce que cela ne va pas encourager le détournement des deniers publics? Quand vous échangez avec les Maliens, ils vous diront que il ne s'agit pas qu'il y ait des organes ou des offices de lutte contre l'enrichissement illicite, mais comment rendre ces différents organes opérationnels. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on comprenne qu'on ne peut pas demander aux populations de faire des efforts et ne pas accepter soi-même d'en faire davantage. Dans aucun pays à travers le monde, vous allez trouver que l'élite politique soit à l'abri du contrôle. La redevabilité commence par la présidence, en passant par le gouvernement, l'Assemblée. Je crois qu'il est extrêmement important, dans le contexte malien, que l'élite comprenne que la population, elle ne la fait aucunement confiance. Et par sa gestion calamiteuse, par sa gestion non orthodoxe des affaires publiques. Je comprends heureusement que ceux qui sont aux impôts, au trésor et toutes ces instances entrées à la finance soient inquiets par une telle loi. Mais moi je trouve que vous ne pouvez pas demander même à votre propre fils de rester conforme aux attentes sociétales, étant donné que vous-même vous faites entorse à ces mêmes attentes. Et moi je ne peux pas comprendre que dans une république sérieuse, que des failles aussi constatables soient, que ces failles rythment la présidence, que ces failles rythment le Parlement, le gouvernement, et qu'on demande aux citoyens, je dirais lambda, de rendre compte aux populations. Je crois que c'est même, on se moque de la population. Il est extrêmement important, s'il y a lieu de faire contrôle, que le contrôle soit tout à fait réel et effectif.
qu'aucun Malien ne soit à l'abri. Moi, je serais aussi tout à fait pas le même avis avec les syndicats quant à la perception de la loi. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école d'expertise ou dans une école d'économie pour se rendre à l'évident. Dans le contexte malien, on sait pertinemment, quelle que soit l'occupation d'un agent, il y a des formes d'apparence, notamment dans le cadre de moyens de locomotion, des maisons qui sont bâties ça et là. On n'a pas besoin de savoir qu'effectivement la personne est corrompue. Je prends le cas d'un agent du Trésor public ou le cas d'un agent de la douane. Les revenus étant connus, en aucun cas on ne peut se permettre de rouler dans des véhicules qui coûteraient 50 millions et on ne peut pas comprendre qu'un agent de la police ou de la gendarmerie se trouverait dans des situations aussi décentes, étant donné que son revenu mensuel ne dépasse même pas 200 000 francs, toutes primes confondues. Je crois qu'il est quand même important qu'on accepte dans le contexte malien de dénoncer ces pratiques qui ne sont pas orthodoxes, lesquelles pratiques aggravent l'insécurité, lesquelles pratiques expliqueraient le pourquoi même de la recrudescence des coups d'État. Parce que si vous regardez les différents coups d'État, tous ces coups d'État ont pour nom la gestion calamiteuse des affaires publiques. Tous ces coups d'État ont pour nom et le fait qu'il n'y a pas de la redevabilité. L'élite politique, elle ne rend pas de compte justement aux électeurs. Et je crois qu'il faudra que les populations elles-mêmes aussi exigent des comptes à ces gouvernants. Ok. Alors, Ousmane Traoré, alors pourquoi demander alors le retrait pur et simple de la loi? On a demandé le retrait pur et simple de la loi parce que nous avons estimé que c'est une mauvaise loi. On a expliqué pourquoi. Et votre juriste qui ne soit pas en studio, qui parle de la... quand j'ai parlé de délation, il dit toute personne, dès qu'il a connaissance d'une infraction, doit dénoncer au professeur. À ce que je sache, porter un boubou blanc basin le vendredi, c'est pas une infraction. 400 000 quand même comme revenu mensuel. Oui, je veux vous expliquer. Monsieur le professeur, c'est vous qui avez exigé le départ de votre recteur. Vous avez dit qu'il gonfle les heures supplémentaires. 5 millions par mois, il met dans sa poche. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. À tous les niveaux. Vous avez dit que quand il n'a qu'à quitter parce que les heures supplémentaires, il y a des enseignants. Ça, c'est un autre débat. Voilà, donc il faut qu'on lui rappelle que ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout. Oui, c'est y compris parmi eux. L'autre a fait ceci, moi je vais faire. Non, on n'a pas dit qu'on le fait. Voilà. Mais quand il doit parler des cas, il doit citer le cas de chez lui aussi. Ok, mais pourquoi il y en a suffisamment. Le retrait, on a demandé le retrait. On a dit, nous sommes d'accord pour faire une loi qui frappe tout le monde. Ouais. Et il a dit, je suis content pour cet aspect, qu'ils disent qu'on n'a même pas besoin de loi. On doit gouverner par l'exemple. Ouais. Et faire cesser l'impunité. Dans les rouages du pouvoir, les plus gros corrompus, les scandales des dernières années, l'opération RI, les engrais fédératés, l'avion présidentiel, les tracteurs. Mais tout ça, c'est des scandales que l'opinion a suivis. On a dit ici, un ministre de la République a fait transférer à Dakar 750 millions, qui a été saisi par la CENTIF. Où sont les résultats? Il faut qu'on nous donne des résultats, qu'on nous démontre qu'il y a une volonté politique pour lutter contre la corruption. Tout le monde va rentrer dans les rangs. La corruption est généralisée dans le pays. Et nous sommes d'accord qu'on mette des lois sincères et honnêtes pour lutter contre la corruption, mais pas du saupoudrage. Et poursuivre les gens à la tête du client. Dans tous les rouages de l'État aujourd'hui, la corruption a gangréné notre pays. Tout le monde est patriote. Nous voulons tous que notre pays soit développé. Le bureau du vérificateur, je vous l'ai dit, ça a été créé. Ça fonctionne à des coûts de millions. Où sont les résultats? Les rapports donnent dans les tiroirs. Et l'OCLEI, là, on l'a créé. On paye le personnel. Il y a le responsable de l'OCLEI qui touche un salaire de 4 750 000. Ces émoluments. Vous pensez que c'est juste? Ça aussi, c'est de la corruption. C'est du népotisme. Et on a pris un copain qu'on a mis là. On doit ouvrir l'appel à candidature. Tous les cadres compétents, y compris M. Tunkara, peuvent postuler à ce poste pour toucher ces 4 500 000. Mais on met un ami, on dit la structure est indépendante. Où est son indépendance? Nous ne sommes pas d'accord. C'est à la tête du client pour harceler ce qu'on veut harceler. Donc on a dit de faire une bonne loi que nous sommes prêts à accompagner pour lutter contre la corruption dans notre pays. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Et
Retour sur ce plateau pour parler de lutte contre l'enrichissement illicite. Quelles sont les inquiétudes du SENTAD? Alors pour en parler, Ousmane Traoré est secrétaire aux relations extérieures du SENTAD, Dr Ali Tunkara, sociologue analyste, Maître Alifa Habib Kone, juriste analyste. Alors troisième volet et dernière partie, le SENTAD a demandé à ses militants de ne pas signer les formulaires de déclaration des biens qui leur a envoyé la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Et pour le Malien lambda, ce syndicat serait composé par des administrateurs qui sont généralement pris en charge en matière de logement, d'électricité, de téléphone, de primes, entre autres. Alors nous allons écouter le premier responsable du SENTAD lui-même, Yacouba Katile. Cette loi a un effet rétroactif. Ça, c'est contraire en matière pénale. Cette loi est également sélective. Dans un État où on ne prend pas une loi, en sélectionnant, en soustrayant certains, et puis en engageant d'autres, doit avoir une portée générale et impersonnelle. Cette loi, quelque part, également viole les principes des droits à la vie privée, à la liberté. Et cette loi, également, quelque part, encourage les fichages, la dénonciation. Nos cultures ne permettent pas qu'on aille dans de tels vraiment actes pour les pays. Lorsqu'on veut vraiment unir, lorsqu'on veut vraiment organiser notre société comme ça se doit. Après 72 heures, le 6 novembre, nous allons encore partir en grève pour 5 jours, les 6 au 10. Après ça, maintenant, on réfléchira, on verra ce qu'il y a lieu de faire après. Ok. Alors, docteur Ali Tunkara, alors comment expliquer la crainte du SENTAD, à votre avis? Moi, je crois que ça peut être une crainte légitime pour un syndicat qui a pris connaissance du contenu de ces différents textes. Mais je crois qu'il est quand même extrêmement important qu'on comprenne que s'il y a lié d'apporter des solutions à ces pratiques non orthodoxes, il ne s'agit pas justement d'agir à géométrie variable. Sur cet aspect, je crois que tout bon Malien se retrouverait effectivement le fait que le pouvoir central agit justement dans la sélectivité, le fait que le pouvoir central a voulu se mettre à l'abri justement de la redevabilité. Et aujourd'hui, vous échangez avec les Maliens de Bamako, du Mali profond, s'il y a un dénominateur commun, c'est cette méfiance totale vis-à-vis de l'élite politique, parce que l'écart qui sépare l'élite politique et la population, cet écart est pharaonique. Vous ne pouvez pas comprendre que dans un pays où les gens ne cherchent qu'à manger, ne cherchent qu'à être scolarisés, où on a une infime partie de gouvernants qui vit dans toutes sortes, justement, si vous voulez, de commodités, tant du point de vue vestimentaire, tant du point de vue même du logement. Donc vous voyez finalement que l'écart qui se trouve entre le gouvernant et le gouverné, cet écart n'aide pas à comprendre justement l'efficience ou en tout cas la portée d'une telle loi. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on rappelle à suffisance justement l'existence du bureau vérificateur général. Effectivement, le syndicat l'a mis en évidence. Tous les différents rapports produits par ce bureau ont servi à quoi? Je crois qu'au bout du tunnel, on se moque des Maliens qui seraient justement éloignés des commandes. En tout cas, aujourd'hui, nous comprenons heureusement que s'il y a lieu de contrôler, il s'agit de contrôler les citoyens qui n'ont pas accès au pouvoir. Il s'agit de contrôler les citoyens qui ne cherchent qu'à manger. Vous allez au niveau des différents carrefours, les agents qui sont censés réglementer la circulation, le comportement auquel ces gens font l'objet déshonore un État souverain. Vous allez dans les différentes administrations, vous avez des formes de corruption. Lesquelles formes font pleurer? Et lesquelles formes font qu'aujourd'hui, un citoyen malien ne peut pas compter justement sur ce pays afin d'avoir un avenir grandiose, afin justement d'avoir une progéniture qui serait outueux demain. Vous allez effectivement, il a bien mis en évidence, il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui soit épargné de la corruption dans le contexte malien. Donc s'il y a lieu d'apporter des solutions,
Je crois qu'il faut aller avec des solutions globalisantes et non des solutions isolées ou biaisées. Je crois que... Mais dans l'intervention des Kaltilé, entre autres, il parle de certaines choses. Est-ce que c'est la première fois, par exemple, sous le régime Moribo, l'opération taxi, les dénonciations, ça a eu lieu dans ce pays? Moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que les citoyens aient la possibilité de dénoncer. Moi, je ne peux pas comprendre que je partage la même rue avec un agent qui n'a comme revenu mensuel 150 000 et que ce même agent roule dans une voiture qui coûte à plus de 50 millions, que ce même agent envoie ses enfants aux États-Unis pour les études, que ces mêmes agents, justement, vivent avec toutes les commodités. Je crois qu'il est quand même extrêmement important que le citoyen lambda ait cette capacité de dénoncer, que sa dénonciation soit prise au sérieux. C'est là aussi le problème. Il ne s'agit pas de dénoncer, mais au bout de la dénonciation, que faisons-nous de la dénonciation? C'est ça le gros souci malien. Il ne s'agit pas des textes. La beauté des textes, elle n'est pas du tout à mettre en cause. Mais comment les rendre opérationnels, ces différents textes? Telle est la question aujourd'hui que tout Malien se pose. Ok. Alors, Maître Alifa, on en vient à vous. Et tout fonctionnaire assujetti, bon, vous l'avez signalé tantôt, tout fonctionnaire assujetti qui ne veut pas se plier aux déclarations des biens avant mi-août verra son décret de nomination abrogé. Quel sort pour le fonctionnaire qui sera frappé des sanctions dans ce cas-là? Non, déjà, l'Office elle-même a prorogé les délais de déclaration, ce qui, à mon avis, est une bonne chose en termes de communication. Effectivement, la loi a prévu des sanctions administratives. Monsieur Sidibé, juridiquement, par rapport à cette loi, je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Si je comprends un peu l'inquiétude du SYNTAD, j'ai plutôt du mal à comprendre la démarche. J'aurais compris que le SYNTAD demande à ce qu'on relise la loi pour compléter les personnes qui, à son avis, manquent. Notamment les députés, par exemple, comme les gestionnaires des collectivités qui ne sont pas gestionnaires de budget. Chaque loi a ses faiblesses et la loi est faite par les hommes, c'est à eux de la relire. Mais de là à demander maintenant les retraits, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils demandent le contraire de ce qu'ils veulent. Parce que, de ma compréhension, ils veulent qu'il y ait un contrôle effectif. Et on a tendance à me faire croire que cette loi ne saisit que les menus fréquents. Mais M. Sidibé, ce n'est pas du tout le cas. Cette loi s'applique depuis le président de la République, en passant par les ministres et tous les autres fonctionnaires et tous ceux qui détiennent une parcelle d'espace et qui sont appelés à gérer un budget. Donc, à mon avis, en fait, cette loi est même la disposition, le chapeau qui manquait à la lutte contre la corruption au Mali. Parce que ne nous voilons pas la face. Les détournements à tour de bras qui se font ne se font pas au grand jour, ne se font pas dans les documents. Les bureaux du vérificateur général et les autres structures de contrôle ont beau vérifier ce qui se donne en dessous des tables et la nuit ne le voit pas. Mais par contre, cette loi de lutte contre l'enrichissement illicite est imparable. Quelle que soit la méthode par laquelle vous prenez, en principe, on doit pouvoir vous mettre la main dessus. Et je crois que c'est ce dispositif qui est gênant pour beaucoup de gens. Maintenant, nous comprendrons les SYNTAD qui demandent la mise effectivement en application de cette loi et la correction en rallongeant les champs d'application à ceux qui ne sont pas inclus là-dedans. En ce moment, M. Sidibé, nous allons applaudir et nous allons soutenir à 100% les SYNTAD. Mais puisque les autres structures qui existent, ils font des contrôles, mais ils n'arrivent pas à aller vers la répression. Et étant donné qu'il y a des dispositions déjà dans cette loi qui vont vers des sanctions des fonctionnaires qui refusent d'obtempérer, pourquoi ne pas rendre cette structure encore plus solide en mettant à sa disposition la répression? En fait, cette loi, en termes de rappel historique, n'est pas tombée du néant. Cette loi est l'initiative de la transition en 2012. Félicitations au ministre Malik Coulibaly qui s'est battu. Ce n'est pas une loi initiée par le régime actuel. C'est le régime de la transition à travers le ministre Malik Coulibaly qui a eu le courage d'initier cette loi. Et cette loi faisait suite aux États généraux sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière tenue en 2008. Donc ça veut dire que cette loi ne sort pas du néant. Et c'est le peuple malien, à l'occasion de ces États généraux, qui s'est exprimé
pour dire qu'il faut désormais prendre une loi de lutte contre l'enrichissement illicite et être intraitable face à cela. Et je crois que cette loi, en fait, elle est la résultante de l'échec de la lutte contre la corruption qui a été constatée. Cette loi-ci, elle est vraiment mise en œuvre. Monsieur Sylvie, je vous assure, elle va donner des résultats. Et je voulais interpeller les représentants du Saint-Tad pour dire que le monsieur qui a été nommé à la tête de l'office n'est vraiment pas un pantin. C'est un monsieur qui, techniquement, peut-être que dans la procédure, il n'a pas apprécié, mais à qui, techniquement, il n'y a vraiment rien à reprocher. Et je suis pratiquement sûr que les autres membres de l'office que je connais ont cette capacité technique qu'il faut. Maintenant, donnons-leur la main et appuyons-leur pour que la lutte se fasse, puisque apparemment c'est de ça que tout le monde se plaint. Il faut plutôt encourager les gens pour que la lutte se fasse et demander que les rapports qui dorment dans les tiroirs soient sortis. Je crois que c'est à cela que le peuple malien doit se battre, au lieu de demander que des poursuites ne soient pas engagées, que des textes aussi bien élaborés que cette loi-là, même s'il y a quelques faiblesses, qu'on demande les retraits. Donc j'invite les Saint-Tad, la centrale plutôt, à demander que la lutte se fasse en sortant les dossiers qui sont dans les tiroirs et qu'on corrige, qu'on complète la loi. Sinon, juridiquement, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci, maître. Merci. Alors, Ousmane Traoré, avant d'en venir à vous, rapidement, docteur Toungara, en 1 minute, quelle morale peut-on tirer d'une grève de syndicats pour le retrait d'une loi comme l'enrichissement illicite? Alors, la grève, déjà, dans une démocratie, est une bonne chose, parce que là, elle constitue justement un contre-pouvoir, ce qui est à saluer. Mais dans le même temps, moi, je pense qu'au-delà de l'existant, il s'agit plutôt de se demander à comment rendre l'existant opérationnel. Le Mali n'a pas besoin de nouvelles institutions pour lutter efficacement contre la corruption. Mais il s'agit tout simplement, justement, de mettre en pratique, justement, tous ces comptes qui sont rendus, tous ces rapports qui sont produits, que faisons-nous de ces différents rapports? Et c'est là que je crois que c'est la non-application des textes, le fait que cette non-application aussi donne l'impression aux citoyens lambda que nous sommes dans un pays où l'impunité, nous sommes dans un pays où les clientélismes sont encouragés. Donc ça donne effectivement ce sentiment de ne pas se confier à un État. Ok. Alors, Ousmane Traoré, quelle morale peut-on tirer d'une grève des syndicats pour le retrait d'une loi contre l'enrichissement illicite? La morale est que je suis à l'aise en face de celui qui est en studio, parce que l'autre maître, je pense qu'il doit être même l'avocat de cette affaire, parce qu'il connaît les membres, et il s'attaque aux syndicats. Et on a dit, les exemples qu'il donne, ce n'est pas des bons exemples. Des pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark, c'est les pays qui luttent le plus contre la corruption. Il y a corruption pratiquement tolérance zéro. Ils n'ont pas d'OCLEI. Et nous, ici, syndicats, on n'a jamais mis les compétences de qui que ce soit en jeu. On a dit un salaire de 4 750 000 pour un cadre, pour travailler pour l'État du Mali. Si le cadre même, il pense que les autres ont un salaire de 300 000, il doit le refuser. Ça, c'est même une corruption légalisée. C'est ce que nous avons dit. Et on a dit, cette loi, nous sommes d'accord pour une loi de lutte contre l'enrichissement illicite, mais une bonne loi qui frappe tout le monde et qu'il y ait une volonté politique pour mettre les gens en prison. Il faut qu'on le dise. Il y a tellement de structures de contrôle, il y a tellement de ceci, cela, mais qu'on ne l'utilise pas de façon sectaire. On en veut à un tel, on ne l'emmerde pas la loi, comme on l'a vu dans des pays voisins. Donc on peut doter l'office du pouvoir quand même de répression dans ces cas? Mais ils ont dit que c'est un organe indépendant. Comment il va avoir le pouvoir Et je vous dis, dans l'office, lui il pense qu'on a peur de l'office. L'office n'a même pas l'initiative des poursuites dans le document. Comment on va avoir peur de l'office? Mais on a dit qu'il faut que la loi soit générale et impersonnelle. D'accord. Que ça concerne tout le monde et que les gouvernants gouvernent par l'exemple, comme l'a dit le docteur Toungara. Okay. L'exemple vaut mieux que tous les textes du monde. Ceux qui bouffent. J'ai rappelé des scandales que l'Assemblée n'est pas comprendre. Ces scandales-là, qu'est-ce que Maître fait pour ça? Nous disons merci à Ousmane Traoré, secrétaire aux relations extérieures du Saint-Tad, docteur Ali Toungara, sociologue, analyste, maître Alifa Habib Koné, juriste. Alors nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur notre répondeur au 75 84 11 11, 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sende
Debout et mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo assurée par Nouhoun Djiré et Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.